Allez, mesdames et messieurs, 18h31. Oui. 18h31, 18 mars 2025. Merci de votre présence. Je vais ouvrir le conseil municipal en faisant l'appel. Joël Bulon, présent. Mireille Gilibert, Sébastien Mettet, présent. Catherine Bock, Daniel Gérard, présent. Moufida Roussin, excusé, représenté par Mireille Gilibert, Gilles Antose, Jean Chenavier, présent. Yvette Segla, Daniel Bert, présent. Jean-Paul-Louis Gavel, Claude Boulu, Frédéric Point, absent. Denis Gaveau, présent. Jean-Yves Garnier, présent. Frédéric Deflange, excusé, représenté par Gilles Antose. Patricia Vacheron, présent. Julien Servoz, oui. Michel Bertoldi, présent. Christophe Vignon, présent. Julie Mania, présente. Francis Correa, présent. Marie-Lynne Joux, présente. Joris Belton, présent. Martine Bernet, elle est là. Elle est arrivée. Elle est à la porte. Martine Bernet, Bernard Antose, présent. Et Marie-Pierre Bali, présent. Très bien. Donc, nous avons le quorum. L'enregistrement audio est parti. L'enregistrement vidéo est parti également. Comme ce soir, on présentera le PowerPoint en même temps, on fera en décalé, parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même mieux, on n'a pas le streaming. Demandez à Pierre, vous pouvez demander. Voilà. Faire signer la feuille de présence, si ce n'est pas déjà fait. Ça roule plus que le nerf, c'est bien. Séance publique diffusée sur la chaîne YouTube, je l'ai dit. Nous avons dans les informations, j'installerai après officiellement Marie Cavali, mais donner quelques informations. D'abord, féliciter Yanis Brick qui travaille au centre socioculturel parce qu'il est l'heureux papa d'un petit garçon dès ce week-end qui se prénomme Kaïl. Ensuite, vous dire qu'à la fin du conseil municipal, vous ne partirez pas, nous vous offrirons à chaque conseil municipal un piège à frelons, puisque nous avons rencontré un grand succès la semaine dernière avec plus de 55, je crois, pièges à frelons distribués. Donc, Gilles vous expliquera, il y a une petite notice avec différentes recettes selon le type d'insecte que vous voulez. En tout cas, il faut participer. Et puis, Gilles vous fera passer aussi par mail l'adresse à laquelle il faut remonter à M. Berlon-Pillon vos captures, notamment concernant les frelons, puisque ça permet, il y a le représentant local de GDS, et ça nous permet en fait de comptabiliser combien on en a reçu, parce que cette année, la ville a décidé de mettre en place des pièges à frelons, parce que les problèmes des nids, c'est qu'à détruire, ça coûte très cher. Donc, il vaut mieux capturer les reines le plus vite possible. On peut commencer d'ores et déjà. Donc, vous aurez la notice de comment les installer. C'est très simple, ça se fait sur le système. Donc, il n'y a pas de souci majeur. Et en tout cas, on est heureux de vous distribuer. On en a fait sur la population. On continuera à en distribuer encore à ce niveau-là. Et bien entendu, des pièges plus professionnels pour les apiculteurs. Vous dire également un grand merci aux bénévoles, aux agents, aux policiers municipaux, aux pompiers, aux gendarmes, à nos mécènes intermarchés et bricomarchés, aux organisateurs d'ASO et à tous celles et ceux que j'ai oubliés pour la grande réussite du Paris-Nice, puisque ça a été un bon moment, je pense que apprécié par la très grande partie de la population. Simplement vous dire quelques chiffres, donc estimé, parce que c'est difficile sur le parcours, mais estimé à plus de 1600 spectateurs sur notre commune, et de vous donner également des informations qui viennent de médiamétrie, donc c'est ce que nous envoie le Paris-Nice pour avoir à peu près une idée des téléspectateurs. Donc on a été diffusé sur France 3 pendant 1h47 et que nous avons eu en moyenne 858 000 téléspectateurs. Ça, c'est que pour la partie nationale, parce que je vous rappelle que c'est diffusé dans 157 pays, je crois, enfin, c'est rediffusé, etc. Ça fait une part d'audience moyenne de 14,2%.
ça vous parle pas plus à vous qu'à moi, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça permet à France 3 d'avoir augmenté son audience de 24% d'effectifs et de 2,4 points de part d'audience par rapport à la moyenne de la case de diffusion, ce qui fait que France 3 est la première chaîne nationale au moment de l'arrivée, puisque nous avons eu un pic à 1,22 million de téléspectateurs et 20% de part d'audience à 16h11 quand le jeune français est arrivé sur la ligne d'arrivée. Voilà. Donc on avait les remerciements des organisateurs de Paris-Nice et de France Télévisions, et je voulais m'associer à eux parce que chacun dans votre coin, des fois, parce que vous étiez loin de la course pour certains et certaines, eh bien, vous avez participé au succès, je vous en remercie, puisque ça a été un moment très convivial. Vous dire en même temps qu'il n'y a pas eu que ça, parce que le week-end, donc quand je vous remercie aussi pour le 13, je remercie celles et ceux aussi qui sont organisés pour le week-end d'avant, parce que 120 vélos et une centaine de marcheurs sur la rando, donc impeccable. Beaucoup de monde à la chapelle, je vous remercie côté patrimoine. Et vous dire que notamment, par exemple, les jeunes du l'État ont, dans un cadre d'un process scolaire, fait un questionnaire que vous avez peut-être eu la joie de répondre lorsque vous montiez à la chapelle, qui ont été accompagnés par Séverine Charpentier-Comment. Ces jeunes-là vous invitent à une projection du film Les Roues de l'avenir. L'entrée est gratuite. C'est le 10 avril 2025 au lycée agricole à 20h. Voilà. Donc, j'ai travaillé un grand moment avec ces jeunes qui feront la côte Saint-André de Roibon pour ensuite expliquer leur vision du vélo. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, c'est le 10 avril 2025 à 20h. J'ai parlé des pièges longs, j'ai parlé du Paris-Nice, nous voilà complets. Alors, Catherine, concert rap, j'oublie personne. Ah, fait du vélo, mais on fait du rap. Alors. En collaboration avec Jaspire, il y aura donc un concert rap avec un chanteur rap qui s'appelle Souffle. Le meilleur vélo aussi. Alors. Très bien, voilà pour ces informations. Je vous propose que nous débutions ce conseil municipal, tout d'abord par un point qui n'est pas un point particulièrement officiel, mais en termes de numérotation, mais c'est la modification du tableau du conseil municipal, puisque j'ai reçu la démission il y a quelque temps de Michel Segura, qui a souhaité se rapprocher de ses enfants sur l'IF et qui, pour des questions de conduite, ne pouvait pas faire le trajet régulièrement par rapport à la conduite nocturne, etc. Et donc, elle a préféré donner sa démission. Moi, je voudrais simplement, au nom du conseil municipal et à titre personnel, remercier Michel, remercier pour son engagement et sa bonne humeur et ses moments parfois décalés. Vous permettez de savoir à quelle heure on avait convoqué par rapport à l'heure habituelle. Je crois qu'on aura tous cette image. Et c'est dommage parce qu'il commençait à connaître les rues. Donc, en tout cas, on a passé des très bons moments et je remercie Michel et si elle me regarde, je l'embrasse. Je lui souhaite une bonne continuation et surtout une bonne santé à Michel, puisque nous avons eu la chance de faire des cours de plongeon de bassin ensemble. Et elle s'en souvient aussi, et je la rassure, l'eau est revenue dans le bassin de la Halle. Ceci étant, donc, monte à sa place Marie-Claire Bally. Je suis content, très heureux même, parce que Marie-Claire est une fidèle à nos côtés depuis des années. Et elle aura cette chance de non plus être assise sur le côté, mais d'être assise avec nous comme conseillère municipale. Et je suis heureux de l'avoir à nos côtés, sachant que pour elle, ce n'est pas une nouveauté, parce que depuis le temps que tu suis les conseils, voilà, maintenant tu auras le droit de parler. Et en tout cas, sois la bienvenue et participe aux commissions qui vont être proposées tout à l'heure pour que tu puisses apporter ton point de vue comme tu l'as déjà fait depuis des années à nos côtés. Voilà, donc j'installe officiellement Marie-Claire Bally comme conseillère municipale. Donc c'est pour ça que vous regardez que c'est selon les listes. Et quand quelqu'un démissionne, la personne qui arrive se met en bout de la liste, ensuite elle est donc ensuite, il y a la deuxième liste, qui fait qu'il y a un peu de décalage, je suis désolé par rapport à ça. Voilà.
Te voilà installé, nous voilà prêts. Je vous propose de passer sur le premier point de l'ordre du jour, qui est la partie concernant le vote du précédent conseil municipal du 20 février 2025, donc le procès verbal. C'est-à-dire que je n'ai rien oublié dans l'installation. Je l'ai installé officiellement à partir d'aujourd'hui. Pas de souci. Donc, concernant le procès verbal du dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Monsieur Correa. Est-ce qu'il est possible de modifier le PV sur le point 4? Quand je suis intervenu par rapport à l'emprise des terrains qui allaient être achetés, en suggérant que soit acheté seulement la partie de terrain entre la voie nouvelle à créer, est-ouest, et le chemin de la Serve. Et c'est pas tout à fait ça qui a été écrit. À la fin. Alors, c'est à quel endroit? À la fin du compte-rendu, c'est ma dernière Monsieur Francis intervention. Cohen demande si le fait d'acheter uniquement le terrain pour la voirie communale a vraiment affecté le budget. C'est ça. Donc, moi, c'est pas que de la voie que je parlais, mais la voie plus le terrain au sud, allant jusqu'au chemin de la Serve. Donc, ça serait, M. Francis Cohen demande si le fait d'acheter uniquement le terrain pour la voirie et le terrain sud. C'est ça? Vous ne dites pas comment vous voulez l'écrire, ça ne pose pas de souci. Moi, j'aurais dit le terrain compris entre le chemin de la Serve et la voie nouvelle à créer, est-ouest, qui relie l'avenue Berlioz à la rue Henri Gérard. Pour être complet, quoi. Vous avez tout le sens. Oui, il n'y a pas que la voirie, il y a le parcelle aussi. Acheter uniquement le terrain pour la voirie et le terrain compris. Et donc pour la borne entre chemin de la Serve et Victor Gallo, je suppose, c'est ça? Oui. Très bien, on fera la modification. N'hésitez pas, si vous avez des remarques comme ça, vous renvoyez par mail en disant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, avec cette modification, je soumets ce rapport au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Concernant le point numéro 3, je vérifie juste que je ne me suis pas trompé. Il s'agit de la modification de la liste de la commission de contrôle des listes électorales suite à la démission d'un conseiller municipal, d'une conseillère municipale, et à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Donc, je vous ai informé que Michel Ségura avait démissionné, que nous venons d'installer Marie-Claire Valli. Donc, il vous est proposé de remplacer dans les membres titulaires pour la liste La Côte Ensemble avec Joël Bulon, Madame Michel Ségura par Madame Marie-Claire Valli, sachant que les autres noms ne bougent pas. Il y a d'autres candidatures. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on fasse un vote à main levée? Donc, nous allons procéder à un vote à main levée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4, c'est la modification des listes des commissions communales suite à la démission du conseiller municipal et à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Donc, toujours pareil, suite à la démission de Michel Ségura et l'installation de Marie-Claire Valli, il vous est proposé de faire comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que la personne arrivant remplace la personne sortante dans les mêmes commissions. Donc, Michel Ségura était dans la commission culture, patrimoine et animation, et elle était dans la commission famille, éducation et vivre ensemble. Et donc, on remplace Michel Ségura par Marie-Claire Valli, sachant que les autres noms ne bougent pas. Il y a d'autres candidatures. Est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Il y a des contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Nous allons donc passer au débat d'orientation budgétaire, qui est la partie forte de ce conseil municipal, puisque nous aurons ensuite simplement une convention de d'occupation.
le temps que la technique s'installe. C'est bon au niveau de la technique? On y va. Donc n'hésitez pas à m'interrompre dans les pages. La version que vous avez là est la même version que vous avez reçue. On verra simplement tout à l'heure que sur la page 22, on simplement s'est aperçu que dans la transposition entre Excel et la mise dans le logiciel qu'on a là, ça a écrasé une colonne. Je vous l'expliquerai, mais la version qu'on va vous présenter est correcte par rapport à celle que vous aviez. Il manquait des couleurs. On a trouvé qu'il manquait des couleurs par rapport à. Ouais, c'est CCS qui a disparu en 2023. J'avais fait un piège, mais on s'est aperçu tout à l'heure. On y va. Alors, je vous rappelle simplement, ça vous pouvez dire tranquillement, que la loi NOTRe a fait pas mal de choses, et notamment qu'elle a mis en place obligatoirement un temps dans lequel on doit débattre au principal des grandes orientations. Ce n'est pas le budget politique, mais c'est le moment où on discute des orientations de la commune. Et je vous rappelle que ça, il doit se dérouler dans un temps contrôlé avant le conseil municipal. Je crois qu'il faut au moins 15 jours entre les deux. C'est ça. C'est dans les 2 mois. Voilà. Et ensuite, il y a au moins 15 jours parce que maintenant, il faut qu'on fasse partir le conseil municipal concernant le budget. Il faut que vous ayez les infos toujours avant. Voilà. Donc, ça contraint un peu les dates. Pas ce qu'il veut. Ça, c'est comme l'année dernière. On vous dit simplement en bas que les chiffres de l'année 2024 sont provisoires. Nous n'avons pas le compte administratif définitif du SGC, du service de comptage général, du service général de comptage. Le gestion comptable. Bon, lui, j'arrive à toi, j'appelle ça. Écoutez, ce soir, on est entre nous, j'appellerai ça le trésorier. Voilà. Donc, on n'a pas ces résultats. N'empêche, je vais en changer de nom, mais ça ne vient pas plus vite. Donc, on est d'accord. On va aller faire une situation macroéconomique. On est obligé, la loi nous demande. On passe à la page suivante. Encore, voilà. Donc, on prévoit une croissance relativement stable à 1,2% en 2025. C'est des prévisions, ce n'est pas les miennes, hein, c'est celles au niveau européen pour la France, et on était à 1% en 2024. On nous annonce une baisse de l'inflation. Alors, chez nous, la baisse de l'inflation, ça continue à avoir l'inflation, mais ça c'est 20 moins 8. N'empêche que ça augmente pas. Donc, on estime être à 1,7 en 2025. On était en 2024 à 2,6, sachant qu'il faut faire attention parce que les taux des impôts, eux, ont pris 7, puisqu'on fait une photo à l'instant T au mois de novembre, sur celui de décembre. Donc, il ne faut pas qu'on mette ça. Le déficit public, il est très élevé. Donc, on s'est permis de vous mettre ensuite une diapo, parce que pour nous, vous allez voir que nous, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Après, ça permet juste, pour les gens qui se demandent un peu au niveau national où on en est, quand on parle de déficit, vous les voyez là, c'est-à-dire que vous voyez que la dette publique explose, elle continue à monter, et que le déficit il se creuse. Voilà. Ça veut dire quand même qu'on n'a jamais de barres qui sont au-dessus de zéro. Comme ça. Je ne commenterai pas. La loi de finances 2025. Alors celle-là, on l'a attendue, c'est pour ça qu'on est un peu en décalé. Hein. Voilà. Il n'en est pas sorti des choses faramineuses par rapport aux difficultés qui nous étaient annoncées. Alors c'est vrai que si je vous la fais côté pessimiste, il n'y a que 2,2 milliards d'économies qui ont été demandées contre 5. Si je vous la fais réaliste, il y a qu'à 2 milliards qui ont été demandés d'économies. Voilà. Nous, on a l'avantage, on ne fait pas partie du dispositif de solidarité. Donc c'est bien, d'un côté, et d'un autre côté, ça veut dire qu'on n'est pas riche. Ce qu'on s'est pris comme mesure impactante, c'est la hausse de la CNRACL, donc c'est la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, donc c'est pour tous les titulaires, et en fait, on va avoir 4 points maintenant pendant 3 ans. 25, 26, 27. Donc ça veut dire que schématiquement, pour la ville, cette année c'est 100 000, et en cumulé on est à 450, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est 100 000 de cette année, et la prochaine c'est 100 000 plus l'inflation, plus machin, etc. Donc ça va vite à ce niveau-là. C'est juste, voilà, 100 000 cette année, c'est 2,2 équivalent temps plein. Donc si on devait enlever, si on voulait rester à zéro sur la masse salariale, 2,2 personnes. J'entends, hein, je ne commande pas, mais n'empêche qu'il va falloir les trouver.
Le taux de TVA, on s'en moque, il avait été annoncé, il ne bouge pas. Par contre, ils nous ont changé le périmètre des dépenses de fonctionnement du FCTVA. Donc, si on veut écrire dans la durée la vision de nos budgets, il faudrait que l'État s'inscrive dans la durée. Donc, à un moment donné, on avait... Les communes ne payent pas de TVA, ne se font pas rembourser la TVA. Mais, en contrepartie, elles touchent un fonds de compensation. C'est-à-dire qu'elles touchent 16,4% du TTC. Donc, ça fait à peu près 80% de la TVA. Et à l'époque, ils sont aperçus qu'en fait, on passait notre temps à jongler, parce qu'on est quand même subtil en France, on passait en investissement des choses, notamment, par exemple, les fameux nids de poules, quand on bouchait les routes. Alors, ils ont dit, écoutez, arrêtez de tricher, laissez-les en fonctionnement, ça va bien se passer. Voilà. Ben là, ils ont décidé qu'ils rédigeaient ce qu'ils avaient mis en FCTVA en fonctionnement. Vous verrez très clairement tout à l'heure, on va faire 20 000 € de choses qui ne seront plus remboursées en FCTVA. La revalorisation des bases de la fiscalité locale, ça j'insiste, c'est pas nous, c'est l'État qui a décidé de faire plus 1,7 sur cette partie-là. Et puis bien entendu, vu la conjoncture, on a de la chance, on a un maintien de la DGF, mais nos dotations, nos subventions, que ce soit la dotation de solidarité, la DSI ou le fonds vert, eh bien, il ne faut pas rêver, ça chute, ça chute. Le contexte local qu'on a choisi, nous, pour faire ces préparations budgétaires, c'est de maîtriser nos dépenses de fonctionnement et d'appliquer, alors on le fait déjà depuis quelques années, mais le principe de prudence. C'est-à-dire que vous verrez que dans les recettes, on ne va pas faire de grosses prévisions de recettes supplémentaires, on va essayer de rester comme l'année dernière, le plus réaliste possible, et tant mieux si on a des bonnes nouvelles. Et concernant les dépenses, on va essayer de continuer à serrer la vis, vous verrez tout à l'heure, pour que nos dépenses n'augmentent pas trop vite, même si on a des dépenses exogènes, qui sont des dépenses notamment personnelles, sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. C'est pour ça qu'il vous sera proposé dans cette orientation budgétaire de ne pas augmenter les taux d'imposition. C'est-à-dire de garder les mêmes taux que l'année dernière, sachant que, pour autant, les bases bougeront de 1,7, même si on ne bouge pas, pour les gens, ils auront dans leurs impôts 1,7% de plus. En tout cas, on n'est pas assez riche pour compenser l'augmentation des bases à ce niveau. Pour autant, comme on est prudent, il faut continuer notre programme d'investissement. Donc, pour certains, on n'en fait pas assez, on ne les fait pas forcément dans l'année. C'est très compliqué aujourd'hui de faire des investissements et on essaie de les faire à la hauteur de ce que l'on a. On ne va pas les faire plus que ce qu'on peut faire, donc on ne sait jamais assez. Moi aussi, je voudrais refaire toutes les routes, moi aussi, je voudrais que nos bâtiments soient parfaits partout, mais c'est compliqué. En tout cas, vous le verrez tout à l'heure, pourquoi on choisit ce programme d'investissement mais de manière raisonnable? Parce qu'il faut qu'on maintienne la bonne santé financière de notre vue et qu'on évite le recours à l'emprunt, toujours dans cette notion que la génération future ne soit pas impactée. Jusqu'à là, ça va? Alors, la construction du budget. Donc, on vous enlevait le tableau que vous aviez d'habitude, vous savez, là, les dépenses, etc. Donc, ça, vous commencez à connaître. On met ça plutôt en début de mandat. Ce qu'on peut simplement regarder ici, c'est que si vous prenez simplement sur la ligne fonctionnement, vous voyez que la bonne nouvelle, c'est qu'on finit avec un excédent d'1 036 493 €. On est plutôt d'habitude 800, 900 000 €. Là, il est clair qu'en 2024 et 2023, entre les changements de personnel, etc., on avait pris un peu de retard, on s'est remis d'aplomb, donc on finit très bien sur cette partie-là. Donc on a 1 036 000 de recettes de fonctionnement qui seront attribuées au budget, si l'on est d'accord, 150 000 en excédent de fonctionnement, et on montera 886 000 et quelques euros en investissement pour aller faire de l'autofinancement. Je remercie les services, notre directrice Élodie Masclet et Nadia Campanesso. Tout ça que j'appelle Nadia. Parce qu'elles ont fait un travail remarquable et vous voyez qu'on est en excellent investissement, c'est-à-dire qu'on a bien fait rentrer toutes les subs, etc. Pas forcément celle de l'année, hein, parce que malheureusement, on est payé avec beaucoup de retard. Elles ont fait un vrai travail de recherche
subvention par subvention, avec tout ce qui traînait à la région, au département, parce qu'ils sont très longs à payer. Très, très longs à payer. Donc, nous garderons bien entendu cet excédent, il va nous servir tout à l'heure en investissement. Construction du budget sur la partie fonctionnement. Donc, on vous rappelle que les chiffres sont provisoires, c'est pour ça qu'on met un CA à preuve, et que 2025, c'est une estimation, ce n'est pas le budget, hein, mais c'est vers quoi on s'oriente. Alors, la fiscalité, vous voyez que nous avons fait des recettes prudentielles, on va être en maintien, et donc vous voyez qu'on passe de 3 millions, si on prend la totalité en haut, de 3 849 000 l'année dernière à 3 895 000. Très clairement, c'est nos bases, comme on maintient les taux, c'est que les bases fiscales qui augmentent de 1,7 à ce niveau-là, sachant que pour le reste, on a maintenu les mêmes sommes que l'année dernière. Parce qu'on ne s'attend pas à des miracles. Tant mieux si les droits de mutation, c'est-à-dire quand les gens vendent, tant mieux si ça explose, mais j'y crois pas. Hein. En tout cas, les premiers indicateurs ne sont pas favorables à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez ici que sur nos 4 millions, 3 millions 9, on a 2 millions 9 d'impôts, ça veut dire qu'en clair, les 3 quarts, c'est de la recette fiscale. Hein. Concernant les dotations et participations, là pour le coup, on va le voir tout à l'heure en zoom, mais on passe d'1 599 000, on prévoit 1 566 000. Dans les 33 000 de baisse, il y a principalement les 20 000 qu'on a vu tout à l'heure sur le FCTVA que je vous ai annoncé et qu'on va voir sur un petit zoom tout à l'heure. Et puis, on a pris un principe là aussi prudentiel, c'est-à-dire qu'on a fait une moyenne des 3 dernières années pour faire notre budget cette année. Tant mieux si on a un peu plus, un peu moins. Mais il faut être prudent. Donc, vous voyez que dans les dotations qui écrasent le reste, eh bien, c'est qu'on vit principalement en dotation sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Regarde les autres couleurs, ça veut dire que ça ne progresse pas. Une barre reste petite. Ça, vous voyez. Comme c'était tout écrasé, on vous l'a fait en gros pour le FCTVA. Voilà. Donc là, on perd 20 000. On était sur une année 2024 moyenne. Vous voyez qu'une année en 2023, on était fort à 40 000. Eh bien, si on faisait des moyennes, on perd plus que ça. Donc, si on fait des moyennes, on a perdu à peu près 30 000. Quoi. Si on fait des moyennes sur 3 ans. C'est comme ça, il va falloir être prudent sur cette partie-là. Concernant les recettes sur les produits de service, donc là, ce qui est intéressant à retenir, c'est que là aussi, je vous demande de regarder plutôt des moyennes parce qu'il y avait des rattrapages par rapport à l'école de musique, ce qui fait que l'école de musique, c'est des redevances culturelles en orange. Donc des fois, elles sont un peu plus hautes, un peu plus basses, ça remonte, il faut regarder des moyennes sur 3 ans. C'est à peu près stable à ce niveau-là. Et vous voyez qu'on est pareil de 232, 289, 263. Si vous faites une moyenne, on se tient. Avec une difficulté, il faut le rappeler que nous sommes, nous, en année civile, et que les écoles de musique, le centre social, etc., sont, eux, en année scolaire. Voilà, donc il suffit qu'on fasse décaler un peu les paiements, etc. Il faut le regarder là-dessus. Même principe, c'est marqué en bas, que ce que nous avons fait sur les autres chapitres, nous avons appliqué une moyenne des 3 dernières années. On verra ce que ça donne à ce niveau-là. Et on vous a expliqué qu'on avait, sur 2024, récupéré le retard qu'on avait sur certains encaissements, même si ce n'est pas des grosses sommes. Concernant le produit des immeubles, alors là, on va s'arrêter juste 30 secondes. Vous voyez que ça continue de croître. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément notre budget communal, qui pourraient nous regarder à distance, ensuite en replay, et je leur remercie. C'est que beaucoup d'investissements que nous avons fait ces dernières années sont producteurs de revenus. C'est-à-dire que, par exemple, la maison Jouffret, on l'a achetée, on fait des travaux, mais n'empêche qu'on a des loyers. Ils vont être en année pleine, c'est la partie grise de tête à ce niveau-là. Que quand on avait fait les sources, eh bien, on avait des loyers. Que quand on va récupérer le centre des impôts, il y a des loyers du centre des impôts, et la GMG qui est en année pleine, etc. Donc, ça veut dire qu'on amortit quelque part nos bâtiments. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que ça nous permettra d'avoir des recettes de fonctionnement, bien entendu, hein,
et ça nous permettra aussi de pouvoir entretenir ces bâtiments, etc. Ce n'est pas l'objectif à chaque fois, hein. Mais si on peut avoir des loyers derrière, ça est bien de faire des investissements qui produisent des recettes. Pour conclure sur la partie recettes de fonctionnement, avant de voir si vous avez des questions, sur la diapo suivante, retenez simplement que sur le budget, vous voyez qu'on est, si on reprend le premier sous-total, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les recettes réelles de fonctionnement, sans intégrer l'excédent, vous voyez qu'on est à peu près à 6 millions et qu'on va vous proposer un budget qui se tient, il est à 0,34, moins 0,34, en fait on n'augmente pas notre budget. C'est-à-dire en dépenses, c'est normal, en recette, c'est un peu plus dommage. C'est comme ça à ce niveau-là. Donc, si vous regardez globalement, vous voyez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on regarde ici nos impôts, c'est 49% de nos recettes réelles. Et si vous regardez le reste, vous voyez que les pourcentages sont très faibles. On essaie de se maintenir le mieux possible. Donc, c'est vraiment un budget de prudence, parce qu'on ne sait pas trop où on va, il faut faire attention. En clair, c'est un budget 2025 identique à 2022. Voilà sur la partie recettes de fonctionnement. S'il y a des questions, Christophe? Oui, ben c'est déjà simplement sur ce tableau par rapport au pourcentage. Alors, pas de souci pour le total, mais je pense que les premières lignes, c'est pas 0,03, ça doit être 3%, 8%, ainsi de suite. Je pense que là, il y a un petit hiatus. Ah, on a oublié de fois 100. Parce que 0,03, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, à l'image précédente, j'aurais juste voulu revenir sur donc, les sources, puisque donc on voit qu'entre 2024 et 2025, on va peut-être à peu près sur la même somme. Ça veut dire que lorsque la commune aura acheté le bâtiment des impôts, la perte d'élocation des sources va être à peu près compensée par ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On a une discussion là pour affiner réellement. On a une réunion prochainement avec le centre des impôts. Et globalement, on est à peu près sur la même somme. Sachant que quelque part, les recettes des impôts risquent de baisser, puisque là, ils sont en train de finir leur convention, leur bail à la fin de l'année, qu'on va renégocier, qu'ils veulent moins de surface. En tout cas, le bâtiment du centre des impôts, il a un loyer. Quand on dit ça, d'ailleurs, c'est faux, c'est le bâtiment de l'intercommunalité, actuellement. On va acheter l'intercommunalité dans lequel il y a le centre des impôts. Donc, on corrigera les pourcentages, effectivement. Mais on n'a pas dit que c'était sur la base. C'est bon sur d'autres questions sur les recettes? Bon, ben maintenant qu'on a des sous, on va regarder les dépenses. Alors, sur les charges à caractère général, donc là, on passe en dépenses. Donc, si on veut absorber, c'est ce qu'on vous a écrit, si on veut absorber, alors oui, j'ai oublié de dire, mais cette année, vous avez eu, avant le budget, le document, vous pouvez le regarder et nous interroger dessus. Donc, ce qu'on est parti du principe, c'est que comme on va augmenter en 0,12 et que je voulais à peu près un budget stable, eh bien, nous, on va faire de telle manière à ce que notre chapitre des charges à caractère général soit le même que l'année dernière à 3 000 € par an. Donc, c'est quand même 1,6 million. Le problème, c'est que si vous regardez depuis 2021, il y a l'énergie, les assurances, etc., etc. Très concrètement, entre 2021 et 2025, on est passé de 1,1 million à 1,6 million. Et on l'a schématiquement, on a un périmètre constant. On n'a pas lancé de nouvelles actions, de nouvelles choses, etc. Voilà. Donc, on va essayer de maintenir à cette même somme pour 2025. Sur les charges de personnel, alors si on compare par rapport au compte administratif 2024, on aurait 200 000 € de plus. Si on le compare par rapport au budget, on est à 55 000 de plus, c'est ce qu'on vous a dit en dessous. Tout simplement, c'est qu'en fait, on a moins dépensé en 2024 que nos prévisions, tout simplement parce que c'était une année de grands changements dans différents services, et notamment dans des directions, qui fait qu'il y a eu des périodes creuses et les salaires n'étaient pas en année pleine. Donc, là, on va être sur 2025
en année pleine. C'est pour ça qu'on dit effectif de personnel complet en 2025 à périmètre constant. Donc là, on ne rajoute pas de poste particulier. On va être très clair, la CNRACL, c'est 100 000 de plus. Voilà. Et puis qu'on a l'évolution normale des charges de personnel de la GVT, le glissement VIS technicité, c'est-à-dire que la valeur du point progresse, des grades et des échelons progressent aussi. Et puis il y a là-dedans aussi, notamment la cotisation maladie qui a augmenté aussi. Il y a tout un tas de choses. Ben, si on veut faire un cadre scientifique, on appelle ça exogène, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc, c'est pareil. Là aussi, si on regarde notre masse salariale, elle a fortement augmenté aussi. Je rappelle qu'à un moment donné, on fait le choix d'avoir manager de commerce, d'avoir PVD, on a des recettes pour ça, de passer de 2 à 4 sur les policiers municipaux, il y a une partie de remboursement derrière, etc. Donc là aussi, on assume, hein, il y a une montée en service sur certaines branches ici de notre collectivité. Concernant les charges de gestion courante, on va rester stable aussi. Voilà. Donc c'est celui-là qu'on a retouché parce que ça l'avait un peu écrasé. Et en fait, moi je m'en suis aperçu parce que quand on regardait le CCS, c'était tout petit. Je dis tiens, on n'a pas payé le CCS cette année-là. Non, en fait, c'est un problème de colère, on s'en excuse. On pourra l'avoir restitué celui-ci. À la fin du conseil, on vous enverra la dernière version. C'est la seule diapo qu'on a changée. Et c'est quand je le relisais tout à l'heure, je me suis dit, le CCS a disparu. Mais non. Voilà sur cette partie-là, et vous voyez que globalement, eh ben, j'allais dire que tout est stable. On n'a pas de grosse augmentation sur les charges à gestion courante. Vous voyez qu'on avait 566 000 l'année dernière, on va mettre 570. Donc, grosso modo, le 0,12 personnel augmente, les autres sont stables. Les charges financières. Les charges financières, là aussi, il faut regarder plutôt au lycée, tout simplement parce qu'en 2024, on n'a pas fait de nouvel emprunt, on l'a fait en début 2025. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de charges financières sur notre emprunt de l'année. Hein, je ne dis pas de bêtises, je regarde la facture dans le complet. Allez-y sur celui-là, parce que je ne veux pas prendre de En 2023, l'emprunt qui avait été inscrit au budget n'a pas été contracté. Il a été contracté en tout début 2024. Et en fait, en 2024, on en a contracté 2. Celui de 2023 qui a été inscrit en reste à réaliser et celui de 2024. Ce qui fait qu'on a eu une baisse des charges financières sur CA 2024, puisqu'en fait, on paye avec un an de décalage le démarrage des charges financières. C'est ce qui crée le creux sur l'année 2024, mais vous voyez que le niveau 2025 correspond sensiblement à celui des années 2022 et 2023. En fait, on retrouve une stabilité par rapport au niveau de charges financières. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous donner la main, je vous remercie, parce que je confondais les années, elles sont marquées en dessous, 2023 celui-là. Donc là, pareil, ici du lycée, on est à celui-là. Ça veut dire qu'on remonte un peu, hein, si on est 95 à 103, bah, c'est simplement, c'est parce qu'on a eu la chance de faire quelques emprunts à 0,69 et quelques, là, hein, 0,65 ou 0,35, je ne sais plus combien. Du coup, on est sur des emprunts qui sont un peu plus conséquents. Si on va maintenant sur une synthèse des dépenses de fonctionnement, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en serrant la vis, parce qu'il n'y a pas de mystère, on a des charges de personnel qui progresseraient d'1,47%, les charges à caractère général, on sert par rapport au BP, donc là, c'est qu'elle est surréalisée, moins 2,32%. On arrive à un budget équilibré de 6 120 000, donc on est pile au-dessus des 6 millions. Et vous voyez quand même que dans l'avirement à la section d'investissement, pour faire entrer ça, eh bien d'habitude on versait toujours 600 000 € en investissement. Là, on est à 550 dans nos prévisions, c'est-à-dire qu'on a beau maîtriser les choses, on dégrade un peu notre autofinancement. Certes de 50 000, mais vous voyez que ça fait 8-33% de moins. Parce qu'on n'a pas le choix, sinon on n'arrive pas, dans nos prévisions actuelles, à boucler le budget. On attend d'ici le vote du Conseil du budget politique, par hasard on les a, il est à 12,59 des impôts. Avec peut-être de la bonne nouvelle, mais ça arrive plutôt fin mars. Voilà pourquoi je fais voter le budget un peu plus tard. Voilà sur le fonctionnement, donc un budget dans lequel j'allais dire pas de grandes choses, pas de grandes avancées, création de services, etc. On essaye de contraindre le plus possible notre budget. Question ? Madame Manière. Juste pour des éléments de compréhension,
sur la partie, la première partie, les recettes, c'est pas précisé si c'est CA ou BP sur les années. Après, dans les Attendez, charges, quelle page comme ça tous les documents là, sur la partie recettes, en fait, c'est 2021, 22, 23. Est-ce que c'est des CA, c'est des BP? Oui, en fait, c'est marqué, effectivement, on a mentionné au moment du CA, vous voyez la mention CA provisoire 2024. Et en fait, ça correspond à des années CA, les années 2021, 2022. Donc, on est bien sur du réalisé, systématiquement. Oui. Et alors, du coup, moi, je me questionne, pourquoi est-ce que vous faites des tableaux d'analyse de BP à BP entre 24 et 25 et pourquoi vous ne partez pas du CA 24? Parce que finalement, cette évolution de BP à BP, comment on l'analyse et pourquoi on ne part pas du réalisé alors que tous les chiffres qui sont présentés sont sur du réalisé? Alors, tout simplement parce que on pourrait rajouter la colonne CA. Hein. Quand on va voter le budget, vous aurez le CA. On rajoute toujours la colonne CA. Là, c'était la partie qui a été faite ici, c'est de comparer d'un budget collectif à un budget politique. Sachant que, par exemple, si on prend sur les dépenses de fonctionnement tout à l'heure, j'ai pris soin d'expliquer qu'on serait qu'à 55 000 de plus par rapport au budget, et qu'on serait 200 000 de plus par rapport aux réalisations. Tout simplement, ces tableaux-là, c'est pour que vous puissiez... Là, on est toujours dans les CA, et ensuite, quand on va aller sur le dernier, par exemple, des dépenses, là, c'était parce qu'on vote les budgets. Donc, par rapport à votre question, quand vous allez recevoir, quand on va travailler le budget politique, vous aurez aussi la colonne CA 2024. Qui sera consolidée. Qui sera consolidée. Alors, juste pour la petite, je pense que c'est plus 45 et pas plus 55. Parce que je pense que 3 55 pour monter à 3 100 sur les charges de personnel, je pense qu'on est à plus 45. Ça fait voilà. Alors, attendez, vous parlez de laquelle là? Et bien la deuxième ligne qui correspond à la diapo 21. La hausse, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas d'une. Vous comparez ce chiffre-là au chiffre 55. Je pense que c'est 45 du coup, parce qu'on est bien sur une évaluation par rapport au BP. C'est bien ça, hein, Ah oui. C'est dans votre diapo, c'est plus 45. Oui, Okay. plus 45. On va corriger. Là c'est bien 45 000, et donc dans la diapo tout à l'heure, c'est plus 45 000. C'est la notation qui n'est pas bonne, c'est pas le chiffre, parce que le chiffre. Donc on retouchera, il y a des pourcentages qu'il faut qu'on vérifie. On vous enverra la version actualisée. C'est plus 45, je vais le noter. Je vous avoue qu'à un moment, quand vous voyez cette petite chiffre. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup comparé les comptes administratifs, mais là, 2024 est vraiment une année particulière, notamment sur le 012, et voilà pourquoi je voulais qu'on compare LCA et BP. D'autres questions? On passe à l'investissement. Alors, celle-là, on vous la met chaque année en vous disant, grosso modo, quand on va investir, on a ce qu'on peut récupérer de la section de fonctionnement, le résultat, ce qu'on est capable d'avoir comme emprunt, et puis on va quand même payer notre capital des emprunts au début d'année. Hein, on soit là-dedans. Une fois qu'on a fait ça, après, grosso modo, pas beaucoup de marge de données, à part les subventions. Donc, nous, sur l'endettement, vous dire que ça, c'est un objectif de rester au même niveau d'endettement, si possible, autour de 4,6 millions, 4,9 millions. Là, on vous propose d'être à 4 671 000. Voilà. Vous voyez qu'on rembourse 589 000 de capital et qu'on vous propose cette année, pour être prudent, un emprunt de 475 000. Et on retrouve ce que disait tout à l'heure Élodie Basselet, c'est que vous voyez qu'en 2024, on a 1 126 000. En fait, on n'a pas emprunté en 2023, on a fait début 2024 et fin 2024. Donc, il faut regarder de manière lissée. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre épargne brute, vous voyez que je vous ai expliqué tout à l'heure, 886 000, 993, 733 000, 1 075. Voilà.
Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Et ça veut dire que si on le ramène en ratio, ça combien d'années on va rembourser notre dette? Vous voyez qu'on est à 4,3, ce qui est bien. Ça veut dire que la barre, elle est à 10. Donc là-dessus, on est bien sur cette partie-là, sachant que en 2014, quand j'ai été élu maire, nous avions une dette au 1er janvier de 6,5 millions. Donc on a désendetté la commune. Voilà. Et à ce niveau-là, on a des ratios indicateurs qui sont bons, ce qui fait qu'on a aussi des subventions qui vont avec, puisque on essaie d'avoir une commune la plus saine possible, mais ça limite aux capacités. Ces ratios, on peut en être fier parce qu'ils sont bons. Sur la page d'après, on va aller prendre les dépenses et les recettes hors opération, c'est-à-dire là tout ce qui est mécanique. Quand je dis opération, c'est tous les programmes d'investissement. Donc on a des restes à réaliser, c'est les RAR, on les en dépenses et on les en recettes, ils sont revenus sur des chiffres plus raisonnables que les années précédentes. On a en reste, en dépenses inscrites, parce que c'est là, elle est en cours, c'est l'acquisition de Jacquet, et on a un remboursement des emprunts, ce qui fait notre partie dépenses, avec la réparation du château, l'apport du château, avec le mécène en face, ça c'est l'argent qu'on avait obtenu des mécènes quand on a ouvert avec la Fondation du patrimoine. Donc on va réparer la porte du porche à ce niveau-là, puis certainement d'autres portes, finalement c'est un peu moins cher. Donc, on va faire quelques travaux, mais vous voyez, c'est des 16 et 16, donc du coup ça c'est tout. Ça c'est les dépenses. En recettes, reste à réaliser, je vous l'ai dit. L'excédent d'investissement, 45 000. Vous avez également l'affectation du résultat, donc 886 000. Vous avez le virement de la section 550 au lieu de 600. L'emprunt que je vous ai annoncé, estimé à 475 000, nos amortissements, les FCTVA, la taxe d'aménagement, les subventions de la maison, je vous ferai pareil, elle est en cours, celle-là, donc elle était déjà inscrite, on l'a remis ici, 40 000. Et la subvention du CD38, 300 000. En fait, ils ont tellement été longs qu'à un moment donné, elles étaient sorties du budget pour faire. Donc, ça veut dire que si on regarde, vous faites la différence des deux, il nous reste une enveloppe d'1 45 000, pardon, grosso modo 2 millions. Voilà. Donc, on aura, c'est-à-dire que quand on prend nos recettes d'investissement, on paye notre capital des emprunts, il nous reste à peu près 2 millions. Chaque année, on a des récurrents. Alors, on a des récurrents sur 442 000. On ne vous a pas mis le détail de tout, mais sur le principe, on le verra si vous souhaitez en détail sur le budget. Mais là, 442 000 chaque année, c'est grosso modo l'opération OPH. Alors, on budgétise 125 000, on ne le réalise pas, mais en tout cas, on voit que ça porte ses fruits. Donc, on va maintenir ce montant-là. Des travaux de réparation d'entretien de voirie, on met à peu près chaque année 200 000. Pourquoi on met 200 000? Parce que vous allez voir que dans on calcule ce qu'on est capable de mettre actuellement. Chaque année, il faut prévoir une enveloppe pour renouveler du mobilier, du matériel pour le service technique, le CTM, c'est le centre technique municipal, pour le mobilier urbain, pour l'informatique, pour les logiciels, ça va vite. Donc, l'ensemble va vite. Hein. Donc, ça veut dire que si vous prenez l'enveloppe de 2 millions, vous en avez 442 000 de récurrents, vous voyez qu'il nous reste une enveloppe actuellement, là je déduis, 1,5 million. Voilà comment nous on fait le budget. Donc, on regarde ce qu'on a en recettes d'investissement, on enlève nos emprunts, on enlève nos récurrents, il nous reste une enveloppe de 1,5 million. Comme on est sur un débat d'orientation budgétaire, on vous a mis les grandes lignes, c'est-à-dire ce qui est supérieur à 115 000 euros. Donc on est une vision globale. Après, vous verrez qu'il y a la marge derrière. Vous voyez que les opérations, vous voyez en bas, les opérations inférieures à 115 000 euros, c'est 369 000 euros. C'est pas rien, hein, mais c'est plein de petites lignes. C'était pour avoir une vision globale. Donc, dans les principales opérations de 2025, qui apparaît en dépenses et en recettes de Château Louis XI, avant qu'on a voté le dernier coup, en disant que, vous voyez que c'est une opération à zéro, mais on va bien mettre l'argent que l'on a reçu sur un compte d'attente. Il ne faut pas s'en servir pour autre chose. La maison des habitants, on vous propose de mettre, on va le voir sur la diapo suivante, 1 million de dépenses cette année, 850 000 de recettes, c'est la vente du centre socio-culturel, donc un reste à charge de 150 000. L'îlot Guénard, l'aménagement sur la rue de la Halle et sur
la partie du parking Guénard, et ce qu'on appelle nous la zone de rencontre, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'à la sortie de la place de la Halle, on pourra ensuite interroger les adjoints, mais ça on l'a déjà vu, vous savez qu'on avait des terrains fructueux, c'est une zone de rencontre, c'est-à-dire c'est une zone 30, où en fait il n'y a plus de trottoir, parce que tout ça nouveau, c'est la voiture qui n'est plus prioritaire à ce niveau. Et sanitaire public, donc on prévoit 2 sanitaires publics, place de l'église, place de la Halle, 140 000 de dépenses, 92 000 de recettes, puisque nous avons sollicité donc, le courrier à la signature au niveau de l'Interco, j'ai eu l'info tout à l'heure, puisque ça doit être porté par l'Interco avec 2 communes, c'est-à-dire avec Paramment, on va les solliciter un appel à manifestation d'intérêt sur Saint-Jacques-de-Compostelle, porté par la région. Voilà pourquoi on peut avoir une subvention intéressante à ce niveau-là. Alors je sais que ça fait cher, ce sont des villes de Bessie. On est dans le besoin. Alors, il faut que j'étende un peu parce que. Vidéoprotection, poursuite du développement, donc le déploiement, pardon, 202 000, les subventions, 83 000 de reste à charge. L'île aux Normands, 460 000 d'achats, c'est ce qu'on a vu le dernier coup. 200 000 de ventes au département. On a préféré être prudent à ce niveau-là. On attend les prix pour officialiser, donc on reste à charge de 160 000. Le chemin d'emploi, parce que ça, c'était un chantier que nous devions faire l'année dernière et pour lequel on n'a pas pu, en fonction des conditions météo, donc on est là. Et cette année, il est proposé de rajouter l'enveloppe d'opérations de voirie diverses, puisqu'on a un peu plus de recettes, et vu que les subventions qui sont arrivées tout à l'heure nous font du bien. Donc 150 000 d'opérations diverses de voirie, ce qui fait 150 et 200, 350. Ça paraît beaucoup, mais quand Daniel arrive avec un demi, ça va relativement vite. Donc, retenez les 2 chiffres, 4 217 000 de dépenses, reste à charge 1 134 000. Les 4 217 000, on les met de côté. 1 134 000, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait 1,5 million. On enlève les 1 134 000, et bien il nous reste 369 000 pour les petites opérations inférieures à 115 000, elles ne sont pas toutes arrêtées, hein. Mais c'est pour faire face à différentes choses, dans lequel on sait qu'on a une enveloppe de 444 puisque on pense vendre pour 75 000 les garages qui sont brûlés. Vous allez me dire pourquoi on ne les a pas vendus jusqu'à maintenant? Parce qu'on peut faire en France, tout est simple, un document d'apprentissage, ensuite aller saisir un notaire, ensuite faire une copro, puisque nous on est au-dessus de la copro. Voilà, ça ne se vend pas comme ça. Donc, si vous permettez, on reviendra là-dessus. Allez sur la diapo suivante. Encore. Donc, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, nos restes à réaliser en dépense, notre emprunt, les principales opérations, on a vu tout à l'heure les 4 217 que je vous parlais, les 444 000 qui vont nous rester en opération sur inférieure à 115 000. 444 000. Les opérations 442 000. Les opérations pour compte de tiers, donc ça c'est ce que je pour nous, 114 000 qu'on va retrouver ensuite en recette dessous. Les opérations de régule pour 91 000. Vous voyez qu'on aura un budget à peu près de 6 558 000. Nous avions un budget l'année dernière de 4 271 000. Chez Bâtiment, vous enlevez les 1 litre du château. Vous voyez qu'on a un budget d'investissement qui se tient à ce niveau-là. Ça, c'était pour que vous puissiez comparer par rapport à ce que nous venons de voir comme chiffre. On va remonter, si vous voulez bien. Encore. Voilà. Nous avons lancé cette année une autorisation de programme et crédit de paiement. C'est ça? C'est ceci que j'ai aussi de la difficulté. Ça veut dire que plutôt que de fonctionner en année, on va avoir une vision globale. Et cette vision globale, elle a 2 intérêts majeurs. Un, c'est pour vous d'avoir une meilleure visibilité, puisqu'on va ouvrir une autorisation de programme. On vous dit là que, par exemple, l'autorisation de programme, nous, on l'estime à 1,8 million. Ça, c'est l'autorisation de programme globale. Et ensuite, chaque année, on va mettre des crédits de paiement. Et donc, vous voyez ce qu'on prévoit pour 2025, 2026, 2027. Donc, ça a 2 avantages. Le premier, c'est une lisibilité pour vous. Deuxième avantage, c'est une sécurité, c'est-à-dire que chaque modif de ces sommes-là fait l'objet d'un vote en conseil municipal. Donc, si on doit réduire l'enveloppe, on n'a pas tout fait cette année, on en met l'année prochaine. On va plus vite que prévu, on en prend cette année et on l'enlève de l'année suivante. Donc, ça vous permet d'avoir une vue globale. N'empêche que vous maîtrisez à chaque étape les sommes
qui sont affectés à ce niveau-là. Donc, si on prend CAP, CP, standardisation de programme, l'acquisition et la restructuration du centre des impôts pour en faire la future maison des habitants et des associations, ça veut dire que schématiquement, on vend à la page le centre social les sources, et nous, on rachète ce bâtiment et on vient s'installer ici sur le centre des impôts. Ça veut dire qu'il y a 1,8 million, d'accord, sur l'acquisition, les études bien entendu avant les travaux, parce qu'il y a toujours 10 études, on ne peut pas s'empêcher en France, des travaux de rénovation intérieure, et ensuite des travaux de rénovation thermique extérieure et sur les combles, et puis les travaux de restructuration plus amples en intérieur. On vous rappelle qu'il y a plusieurs niveaux sur ce bâtiment. Donc on estime ça à 1,8 million et on estime en recette prévisionnelle à 1,45 million. Ce qu'on sait déjà, c'est les sources à 850 000, à peu près, puisqu'on vous rappelle qu'on a obtenu avec eux qu'on déduit les loyers à partir du 1er janvier. Donc on a vendu 900 000. Voilà. Ensuite, on pense avoir un minimal 300 000 de subventions et on a estimé, c'est le principe, est de dire ce bâtiment-là, on y emmène le centre social, on y emmène la MJC, et ça veut dire qu'on libère la MJC de l'espace des Alpes, puisqu'il n'est pas dans des locaux conformes, et comme on n'aura plus la mission locale qui monte dans les Algeco, où il y avait autrefois Pôle emploi, et qu'on aura en septembre transféré la crèche de Rémy dans le nouveau bâtiment, ces bâtiments deviennent vides. Et donc en réhab, ils sont énormes, ils sont sur des demi-paliers, des trucs compliqués. Ça avait été conclu par Michel Portugal, l'architecte en 99, c'était pas simple à aménager, ça n'a pas changé. Donc il faut qu'on les vende. C'est trop compliqué. Faire ça en ERP, c'est trop galère pour nous. Donc il faut se débarrasser de ces bâtiments-là qui sont énergivores, ils sont très hauts sous les plafonds, etc. Et donc l'idée, c'était de dire, on a mis une enveloppe pour mettre une enveloppe, mais c'est de dire, sur le principe, on vend l'espace des Alpes. Je parle des bâtiments. Il faudra qu'on précise la session des bâtiments de l'espace des Alpes. On garde le parking, bien entendu, qui va au-dessus. Voilà, donc c'est pour ça que là, il y a 1,8 million, mais on a vu tout à l'heure qu'en 2025, on dépense 1 million, c'est une enveloppe, et on a eu 150 000, c'est pour ça qu'on a inscrit tout à l'heure, je remonte 30 secondes, les 150 000 en haut là, le reste. Je finis, après je pourrai répondre à vos questions. On a, par rapport à la dernière, mis sous une forme de synthèse ce que nous vous présentons. Est-ce que c'est en phase par rapport aux attentes côtoises, sachant que nous avons regroupé cette année de développement durable et économie d'énergie, parce qu'en fait, à chaque fois, on est un peu limite. Où commence l'énergie, l'économie d'énergie, où commence le développement durable. Donc là-dedans, vous l'aviez en liste, je ne vais pas vous les relire, vous l'aviez en amont, donc une partie développement durable, principalement cette opération-là à tiroir avec nos bâtiments, le déplacement et les stationnements, donc toujours notre expérimentation et amélioration de la piétonisation du nord de la rue Saint-André, la vente des garages, différents travaux, notamment ces trucs-là qu'on sécurise. Et puis sur la qualité de vie, on prépare l'avenir avec les normands, on sécurise l'espace public, on sécurise les bâtiments communaux, j'avais expliqué, en mettant des systèmes, en relevant nos systèmes d'alarme anciens sur différents bâtiments, sur l'école, en rehaussant les barrières et portails, et puis en continuant à aménager l'espace public, notamment avec des WC sur l'espace public, et puis une opération un peu spécifique, mais qui est une reprise complète de la signalétique horizon routière, puisque depuis qu'on a changé de type de peinture avec les contraintes environnementales, vous avez pu remarquer que les bandes blanches au sol, pour faire simple, elles tiennent beaucoup moins longtemps. Et donc là, il faut qu'on fasse une grosse opération de reprise, parce qu'on faisait par étapes, et puis à un moment donné, ça ne tient plus, il faut agir différemment. C'est comme ça, aujourd'hui, on ne peut plus utiliser la même peinture. Ça, c'est en phase par rapport aux étangs côtois. Et puis, pour finir, j'avais présenté les îles. C'est là que j'ai expliqué. Et donc, pour finir, je vous rappelle que l'année passée, on l'avait présenté d'une autre manière également. C'était avec les axes de petites villes de demain. Donc, sur comment on est sur l'espace public des mobilités, comment on gère sur les commerces et équipements,
et comment on gère sur l'habitat de la famille. Voilà dans les grandes lignes notre réflexion concernant la préparation du budget primitif 2025 et des années à venir. Je suis prêt à répondre à vos questions ou si vous souhaitez intervenir pour dire s'il y a des sujets qui vous paraissent bien, s'il y a des choses que vous voulez que je précise. Christophe. Oui, alors moi, ça va être surtout sur les 32-33. Je voudrais intervenir, si vous voulez, les 32. Voilà. Donc sur le château, on a du mal à comprendre pourquoi, même si l'argent de la vente du château va être mis en réserve, pourquoi ça apparaît en dépense. Ça va être une recette pour la commune, donc je ne vois pas sur ce budget-là pourquoi ça apparaît en dépense. Du coup, effectivement, sur le tableau de la page 35, on a 6,5 millions de dépenses, mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça apparaît là. Je continue, je développe. Sur la maison des habitants, vous prévoyez donc la cession. On a vu que vous avez mis une somme de 300 000 sur les bâtiments. Il ne faut pas oublier que sur cette zone, il y a une OAP. Donc, il va falloir être vigilant sur l'organisation de cette zone et pas simplement vendre pour vendre. Ce n'était pas votre intention, mais pensez qu'il y a une OAP sur ce secteur. Sur l'îlot Guénard, donc, on avait vu l'appel d'offres avait été infructueux. Là, on voit qu'il y a donc 350 000. Est-ce que vous pouvez nous préciser de combien était la somme précédemment? Et est-ce que là, il y a eu des modifications sur ce qui va être fait? Est-ce que le projet a évolué ou s'il est identique? Simplement, la somme a été rehaussée. Concernant Normand, donc on voit qu'il y a 460 000. Donc il y a l'achat qu'on a déjà vu précédemment, donc il reste 60 000 pour les études de voirie. Et je me posais une question. Alors, je prends un peu d'avance sur le point 6, parce que quand on lit la convention, il est précisé que la commune doit garantir un accès carrossable à la parcelle départementale. Donc, je ne sais pas si ça doit être fait sur l'année 2025, mais si c'est le cas, est-ce que dans les 60 000, il y aura aussi ça? Voilà. Moi, c'est les choses que je voulais valider, mais je crois que mes collègues ont aussi des choses à... Pas de souci. Je vais laisser répondre la directrice générale du service parce que, par exemple, ce château, c'est du purement technique. Et puis je répondrai sur les autres réponses. Alors, sur le château, effectivement, il y avait une orientation politique de M. le maire pour dire que la recette consacrée au château, enfin encaissée pour le château, devait être quelque part sacralisée pour la nouvelle salle des fêtes sans la manger, on va dire, au fur et à mesure des années d'ici à la réalisation de la salle des fêtes. La problématique, c'est pour ça qu'on a échangé avec le service de gestion comptable de LGC, c'est que normalement, on ne peut pas provisionner sur notre comptabilité en N54, on ne peut pas provisionner une recette pour l'affecter à une dépense. Pour autant, on a voulu faire coïncider, ça a été vu avec le LGC, cette ambition politique avec la réalité comptable. Donc en fait, ce qu'on a proposé avec le LGC, en tout cas c'est le LGC qui nous a fait la proposition, c'est d'affecter comptablement. En fait, comptablement, on va inscrire une dépense d'1,8 million sur un compte qui est quasiment jamais utilisé sur notre norme comptable pour la geler en fait quelque part et pour être sûr qu'elle ne soit pas affectée à une autre opération. On n'a pas d'autre mécanique. Si vous allez sur d'autres nomenclatures comptables, vous avez des comptes de provision qui existent. Ce n'est pas notre cas en 57. Et en fait, c'est la seule mécanique possible pour être sûr d'affecter, enfin de conserver cette recette et de ne pas pouvoir la dépenser quelque part pour une autre opération. Donc c'est vraiment purement comptable et on en a échangé avec notre conseiller aux décideurs locaux qui nous a fait cette proposition-là et c'est ce qui a été retenu par M. le maire. On peut faire que de la provision pour risque. Parce qu'en fait, en clair, l'idée c'est de dire les 1,8 million, on les met de côté, ils vont servir pour construire. Mais je voulais vraiment que par contre, en termes d'affichage, qu'on les mette en dépense, pour dire on n'utilise pas cet argent, hein, on va s'en servir pour autre chose. C'est comme si on faisait une sorte d'acompte de ça. Donc, je vais peut-être répondre sur les autres parties. Et je vois que M. Correa, je répondrai après, allez-y, M. Correa. Moi, c'était sur le château, oui. Est-ce qu'il était possible également de faire une autorisation de programme?
Est-ce que là, si on met les 1800 euros sur un compte de dépenses qu'on ne touchera pas, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de dépenses sur cette opération en 2025? Alors là, on fait que vendre. On ouvrira, je vois ce que vous voulez dire, on ouvrira une autorisation de programme sur les prochaines constructions de salles. C'est-à-dire que là, on se servira notamment de ces 1,8 million pour faire les nouvelles salles. Donc on ouvrira une autorisation de programme. Une fois qu'on a vendu le château, on a vendu le château, quoi. L'opération elle est finie. Donc on ouvrira une autorisation de programme pour construire les nouvelles salles, et dans lequel on aura ces 1,8 million de recettes avec ça. Je sais pas ce que vous voulez dire. Et sur le château proprement dit, on prend l'argent, on le laisse au département, et puis voilà. On n'a pas fait d'APCP parce qu'il n'y a pas de dépenses prévues réelles en 2025 sur la future salle. Mais on suivra de la même manière, pour aller dans votre sens, on va suivre de la même manière en autorisation de programme la construction des nouvelles salles. Sur l'espace des Alpes, on a bien noté, et on partage bien entendu, quel OAP, il ne faut pas faire n'importe quoi, sachant que l'Interco réutilise à nouveau ses Adgeco. Donc pour y mettre la mission locale à l'étage, il faut très certainement ramener des services ici. Voilà, donc cette idée, c'est de dire, on affiche le principe que l'espace des Alpes, on ne le garde pas, on à n'importe quelle condition. Donc là-dessus, pas de souci. Sur Guénard, on l'a rendu infructueux le dernier coup parce qu'on était à 350 000. Il était à c'est le niveau de l'offre Nous, qui a été. Voilà, ça c'est le chiffre qu'on a obtenu. On était en dessous au niveau du budget. Et on a dit, on va quand même voir beaucoup, on a été prudent chez les on a dit celui-ci, si jamais les prix ne baissent pas, on ne veut pas le voir échouer. Donc on a accepté de monter le budget à la hauteur de l'ouverture qu'on a vue le dernier coup en disant si la nouvelle consultation n'est pas mieux, eh bien au moins on pourra le faire, sachant qu'on risque de le passer dans le marché avant de commande qu'on est en train de faire par rapport au prix qu'on l'air, il faut encore affiner, mais qu'on l'air correct. Voilà. Et avant, on était à combien, du coup, quand c'était infructueux? On avait sans doute proposé 220. Ah oui, 220. 220. Super. Et c'est le même projet. Oui. Alors après, ce qui nous a mis dedans, j'ai pas voulu qu'on soit coincé dans cette affaire, donc on a mis plus haut. Sachant que ce qui nous avait principalement dedans, c'était les prix, parce qu'il faut sortir dans la consultation des pavés de la rue du château, parce qu'ils avaient explosé les prix. C'est ce qui disait que derrière, c'était trop cher. Je précisais, dans le 220, c'était le résultat de l'appel d'offres. Non, c'était l'estimation. travaux, et que dans les 300, derrière, il y a aussi la maîtrise d'œuvre, le sol de maîtrise d'œuvre, et dans les 350, c'est le coût de l'opération, on est parti sur le résultat de l'appel d'offres, sur lequel sont aussi rajoutés des frais de maîtrise d'œuvre à ce moment. Les 220 étaient hors taxe. 220 hors taxe. Oui. Je sais plus ce qu'on a mis en budget, regardez. 250, je crois. 2 fois 2, 24, ça doit être ça, c'est plus ça. Enfin, de mémoire, mais on pourra vous le repréciser, je dirais 250. Et Normand. Oui, c'est pas en train de dire, que j'aurais dit. Donc, Normand, qu'on soit très clair, dans la convention, il est marqué qu'il faut que le département puisse accéder à sa parcelle. Il n'y a pas de souci, il va passer par le petit chemin au niveau des feux. Et très clairement, le département, dans son projet, construit la voirie nord-sud qui lui permettra de se connecter, lui, pour son chantier, chemin de la Serre. Et rappelez-vous le plan qu'on avait vu le dernier coup, c'est ça? On avait vu le dernier coup, que je ne dis pas plus. Où en fait, il y a la parcelle du département, et puis il y a une bande dans laquelle ils nous construisent la voirie pour accéder à leur chantier, finalement, qui est plus simple. Donc il y a ces formes-là dans la convention. Pourtant, le département va nous prendre ce chemin carrossable pour arriver par le chemin de la Serre qui est plus simple. Et après, lui, il se connectera normalement sur le prolongement de la rue André Gérard jusqu'au petit. Donc c'est bien l'étude qui est inscrite et pas des coûts de travaux pour l'année 2025. Voilà, ça avance ce dossier-là. Le département doit analyser les offres début avril. Voilà, donc vous voyez que dans ces projets-là, on n'a pas 50 000 projets. Donc, on fait en fonction de nos moyens. Et on va arriver à sortir des choses intéressantes par rapport aux différentes opérations que j'appelle moi à tiroir. Monsieur Correa. Ouais, moi, j'aime bien les autorisations de programme. Et
Et ben, moi Pourquoi, aussi. pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas sur l'îlot normand? Puisque c'est une opération qui va s'étaler sur plusieurs années, et que là, on voit qu'on a déjà des dépenses prévues en 2025, probablement 2026, il y a des travaux, si je vous écoute bien. Alors, sur la PCP, vous n'aura pas échappé que c'est la première fois que la collectivité m'entamine, même si on sait que c'est des discussions qui ont déjà eu lieu les années précédentes. Donc, comme on est sur une première, là, cette année, pour se roder, on a choisi d'ouvrir sur une opération où on sait effectivement qu'elle va vraiment relever de la PCP dans la durée. Pour autant, je vous rejoins sur le fait que l'îlot normand pourrait être traité comme une APCP et qu'à un moment, il y aura certainement une ouverture en ce sens. Maintenant, très clairement, on expérimente le dispositif puisque c'est la première fois qu'on en fait une au titre de la collectivité. Donc, on se teste cette année avant d'étendre, on va dire l'expérimentation, en tout cas avant de pouvoir étendre cette mécanique. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, on le teste sur cette opération pour faire la démonstration de ce qu'on est en capacité de faire. Et pour information aussi, j'anticipe un peu sur le prochain conseil. Du coup, on vous proposera la délibération d'APCP sur cette maison des habitants et des associations. Vous les aurez chaque fois en délibération, les APCP. Alors, on ne ferme pas la porte parce que, pour l'instant, on ne fait qu'acheter et vendre. On ne fait pas de travaux. Donc ça si on voit que derrière, on arrive à mettre en route sa difficulté, on fera une AP sur moment. En 2026, on pourrait l'envisager, effectivement, quand on va passer dans un stade de concrétisation de la première tranche potentiellement de travaux de voirie. Moi, je ne ferme pas la porte parce que si l'AP consiste juste à mettre la vente et l'achat, en premier temps, c'est pas compliqué. On étudie, mais je trouve que l'idée est intéressante. Oui, c'est la vision pluriannuelle qui est intéressante. Au-delà de l'aspect comptable, financier, recettes-dépenses, c'est une vision, je dirais, à terme de l'opération. Ah, mais je suis 100% d'accord. Hein. Si on n'a pas eu la M57, on y serait passé. Hein. On a changé de plan comptable. Parce qu'on oublie, ça, c'est transparent. Hein. Quand on vous dit que les services n'arrivent pas, c'est qu'on a changé de plan comptable. Hein. Voilà, et qu'on a un SGC, ce qu'on appelle le trésorier, qui est toujours en train de nous reprendre sur des centimes, des machins et tout. Enfin, c'est lourd. On ne se rend pas compte. Hein. Les rejets qu'on a, c'est impressionnant. Pour l'îlot normand, peut-être pour compléter, pour une APCP, pour avoir une vision globale d'enveloppe financière, même si, bien sûr, elle est ajustable. Sur l'îlot normand, on est presque un peu tôt encore sur la détermination des enveloppes pluriannuelles. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de le faire plutôt sur la maison des habitants et des associations, sur lesquelles on a déjà une vision un peu plus fine des opérations de travaux engagés, des coûts de travaux sur les prochaines années. Mais on note l'idée de voir à quel moment on avance. Que d'autres personnes souhaitent prendre part au débat. Je considère qu'on a débattu. Très bien, donc je vous signale que ce n'est pas un vote, hein, parce que c'est. On prend seulement acte que nous avons débattu du rapport d'orientation budgétaire. Je vous en remercie. Le point numéro 6. Villeneuve, convention d'occupation temporaire entre la ville et le département pour le chantier d'aménagement du territoire. Pardon. Nous avons délibéré le 20 février pour acheter 38 mètres carrés de terrain, donc à Alcoret, établissement public foncier de Ouest-Sénat, dans le quartier Lyon. Nous avons aussi engagé des négociations avec le département qui cédait une parcelle qui superficie d'environ 5 000 m² en vue d'essai de maison du territoire. Donc cette parcelle étant détachée de la parcelle que je mentionnais précédemment. Il y a des travaux, et le fonctionnaire a dit, donc le département avance, il y a des travaux préparatoires qui vont démarrer à partir du mois de juin, normalement. Pour permettre au département de pouvoir faire ses travaux et ne pas retarder le démarrage de son chantier, il a été convenu de passer une convention d'occupation temporaire pour l'établissement du chantier de maison du territoire, qui va être signé avec le département et la ville de la Côte-Saint-André. Donc, au préalable, on va bien entendu passer chez le notaire pour acheter avec l'ORA, donc ça c'est déjà enclenché. Les termes de la convention que vous avez en annexe prévoient notamment une mise à disposition de du terrain,
puisqu'à la signature de l'acte authentique, l'autorisation de réaliser la marine d'accès temporaire et les travaux de délimitation nécessaires, donc on parle bien de la voie nord-sud qui part du chemin de la Serre, la garantie d'un accès carrossable permanent à la parcelle occupée, donc ça c'est la terre, et les conditions d'occupation et d'entretien du terrain. Donc, la convention qui est annexée, donc qui a été vue en commission finance, donc il est proposé de retenir en conclusion suivante et de proposer au conseil municipal d'approuver la convention d'occupation temporaire entre la ville de Saint-André et le département de l'Isère pour l'établissement de la maison de territoire de Liège, de donner tout pouvoir au monsieur le maire pour signer les actes et documents relatifs à cette convention. Question? Contre? D'abstention? Unanimité, je vous remercie. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. Simplement, je vous dois, dans les rendus de délégation, vous dire que j'ai pris une décision, la numéro 3 de 2025, le 25 février 2025, pour permettre de désigner Maître Ségolène Cogniat, avocat, pour rester en justice suite à un appel, donc en cours d'appel, pour le contentieux du PC JK Promotion. Donc, puisqu'il y avait eu un pétitionnaire, un côtois qui avait attaqué le permis de construire de M. JK Promotion, M. Jeannet Nicolas Arrivé, qui avait été accordé le 11 mai 2021, qui était le PC numéro 038, qui consistait, je vous rappelle, à 39 logements, chemin de la Barre. Ça a été jugé au tribunal le 21 décembre 2023. La requête du côtois a été rejetée et la condamnée a versé 1 000 euros et 1 000 euros à la société JK Promotion. Mais cette personne, le côtois, a décidé de déposer un recours en cours d'appel le 21 février 2024. Ça n'avait pas bougé. Ils viennent de se réveiller à la cour d'appel. Donc, il fallait qu'on désigne un avocat pour représenter la commune dans cette affaire. Voilà, donc on laisse bien faire les choses. C'est le droit d'urbanisme, hein, c'est un peu. Ouais, c'est clair. JK, il existe encore ou pas? Alors, il est encore mis en survie? Alors, de toute façon, j'allais dire que tant que pas le contentieux, juridiquement, il ne faut pas former sa société. Et dans le public. Donc, voilà. Très bien. Dernière chose, donc, conseil municipal le prochain, le 8 avril, le budget. Et ensuite, on en aura un autre le 29 avril. Celui-ci, vous n'avez pas été communiqué encore, c'est un avis. Le 29 avril 2025. Donc, le 8 avril, vous étiez au courant, c'est le budget. Je vous demande de bien vouloir ajouter la date dans votre agenda du 29 avril 2025. Il est 19h49, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil du 18 mars 2025. Je vous propose de lever la séance. J'ai oublié, je vous donne rendez-vous demain 11h30 pour la cérémonie du 19 mars. Il serait bien qu'un maximum d'entre vous soient présents parce que nos anciens combattants, comme nous, prennent de l'âge et c'est de plus en plus difficile pour eux de devenir leur structure, etc. Je pense qu'ils ont besoin de reconnaissance et de soutien, donc c'est important qu'on y soit. Voilà. Je sais que c'est en pleine journée, etc., mais c'est important qu'on soit à leur côté et que l'on marque. Je vais le garder demain pour nous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.